c'est normalement le combat entre les deux. Donc je crois qu'effectivement, Patrick a posé le problème de l'émergence du temps, dont tu n'as pas parlé tout à l'heure, ni de la théorie des boucles, ni de ces choses-là. Peut-être serait-il intéressant de revenir un peu là-dessus et que tu répondes là-dessus, parce que ça rend un peu compte du problème de la réalité du temps et de sa constitution effective. Donc ça serait peut-être bien, ça éclairerait et ça lancerait votre combat. On attend un peu pour passer à la philosophie. On commence par un peu de physique et on monte. Après, on finira en théologie, peut-être, mais on commence par... Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord avec beaucoup de choses. Effectivement, je vais chercher à mettre un peu plus de clarté dans la thèse de tuer le temps, qui évidemment est dit d'une façon journalistique, pas d'une façon précise. Si le temps n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité, de quelque forme de réalité du temps. J'insiste sur ça. Je pense que la question bien posée est la question, comme tu l'as posée à la fin. Est-ce que le temps est réel ou émergent? Ou ici, pour réel, tu veux dire quelque chose différent de émergent. Tu as utilisé réel dans le sens que la viscosité n'est pas réelle, d'accord? Mais ça c'est important parce qu'on ne peut pas dire que la viscosité n'est pas réelle, évidemment, elle est très réelle. Sauf que nous avons appris assez bien à décrire les fluides dans une façon où la viscosité n'apparaisse pas dans la discussion fondamentale, la discussion de base, et nous sommes capables de la retrouver à un niveau plus haut. Donc la thèse que je défends, que j'ai défendue dans mes articles de physique, que je suis en train de défendre ici, c'est que la situation pour le temps est similaire. Ce qui est évidemment beaucoup plus difficile que non pour la viscosité. C'est-à-dire que le temps est émergent. Ce qui veut dire que les arguments que tu disais, oui, il y a une réalité du temps qui ne peut pas être niée. Le temps passe, c'est vrai, nous avons le temps on le perçoit même avec les yeux fermés, etc., etc. Le temps propre de quelqu'un sont tous des choses réelles, certainement sont des choses réelles. Donc là, on est tous d'accord. La question est-ce que cette chose qui nous semble si élémentaire correspond à quelque chose que nous devons certainement, avec certitude, mettre dans les équations fondamentales de la physique, comme il a été dans toutes les équations fondamentales de la physique qui ont bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il est dans les équations de Newton et les équations de Maxwell, les équations d'Einstein, de façon différente, mais il est partout. Ou bien non. Ou bien nous avons la liberté, je peux, si je cherche de faire la gravité quantique, d'écrire les équations fondamentales de la théorie des boucles que je suis en train de travailler, sans que dans les équations fondamentales, il n'y ait aucun endroit où il y a un t. D'accord ? Dans ce cas-là, le temps est émergent. Alors, moi, les équations de la gravité quantique que je suis en train d'écrire n'ont pas de t. N'ont rien qui ressemble à un T. Toi, tu n'as pas parlé de gravité quantique, tu as parlé de relativité générale, de mécanique quantique. Et la différence, je pense que la difficulté vient exactement de cette différence entre la façon dont le temps entre en mécanique quantique, où il y a un étrange paramètre dehors des variables observées. Mais d'autre part, le temps que nous mesurons, parce que tu nous demandes de parler de choses mesurables, ce n'est pas une variable différente, c'est quelque chose qu'on mesure, qu'on lit sur une machine. Donc, si je veux identifier le temps en mécanique quantique, il faut que je trouve quelque chose qui le mesure. Et une fois que je mets la relativité générale dans le système que je suis en train d'analyser, le temps décrit par la relativité générale dans le monde quantique n'est plus un paramètre externe, est une des variables. Et donc, je n'ai plus une équation de la mécanique quantique avec un paramètre externe. Je l'ai perdu. Je n'ai que des variables qui sont la position de la guille de cette horloge, la position de cette guille de l'horloge. Je n'ai plus de temps externe. Alors, moi, je pense deux choses. Une,
de choses qui veut dire des ensembles d'articles que j'ai écrits et qui autres, avec qui d'autres. Une, c'est que pour faire la gravité quantique, on oublie le temps complètement. On écrit ces équations où il n'y a pas de t, il n'y a pas d'évolution au t, il n'y a pas de paramètres externes, il n'y a que des positions d'Agui et des valeurs de champ et des choses comme ça. Une. Donc pas de temps à niveau fondamental. Ensuite, Peter vient me voir et me dit oui, mais alors le temps doit être émergent. Comment ? Est-ce qu'il y a une théorie de l'émergence du temps? Et la réponse est il y a une tentative d'écrire une théorie de l'émergence du temps. Et loin de moi dire que nous avons une théorie crédible, terminée, vérifiée, pas du tout. Il y a des idées, il y a des articles qui ont été écrits, et la chose que j'ai fait dans ce domaine, je l'ai fait avec Alan Kohn, qui est un mathématicien de Paris. Nous avons écrit des papiers, et après toute une série de papiers ont été écrits cet argument, en cherchant de reconstruire, de voir comment une théorie fondamentale sans le temps puisse produire le temps dans certains... Et ce que cette théorie s'appelle la théorie du temps thermique, nous suggère, si elle est vraie, je mets beaucoup de si, c'est que finalement c'est vraiment quelque chose de similaire à la viscosité. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, le temps émerge seulement quand on a beaucoup de degrés de liberté, en faisant de moyennes et dans une limite thermodynamique. Donc le temps c'est thermodynamique. Plus que similaire à la viscosité, c'est similaire à la température. La température c'est la chose par excellence qui n'existe pas sur un atome seul, il y a beaucoup d'atomes. Donc nous avons une théorie compliquée qui est la théorie du temps thermique, qui devrait, en principe, dire, voilà, là c'est une théorie fondamentale où il n'y a pas de temps, je fais ce calcul et me dis si et comment il y a un flux qui... Alors évidemment, ce qu'on aimerait serait que cette théorie est capable de nous dire pourquoi le temps nous apparaît cette chose très particulière qui nous apparaît, qui va en avant et pas en arrière, qui change, qui flue, on est loin de là. Donc je ne suis pas en train de défendre une théorie solide, mais je suis en train de défendre deux choses. La liberté de chercher, de faire une théorie fondamentale où il n'y a pas de temps, et de reconstruire le temps comme un phénomène émergent. C'est certainement pas moi qui vais t'interdire de rechercher une telle théorie, même si je pense qu'on peut aussi regarder la problématique sous un angle complètement différent. C'est-à-dire que tu dis d'un côté, on peut essayer de supprimer le temps et reconstruire une théorie dans laquelle le temps réintervient derrière. Je pense pour ma part qu'on peut, dans un premier temps, sans mauvais jeu de mots, commencer par garder le temps et le mettre au même niveau vraiment que les autres, c'est-à-dire le transformer, alors non pas le transformer en opérateur comme on ferait en mécanique quantique, parce que pour l'instant ça c'est techniquement impossible que je sache, et, enfin, tu le sais mieux que moi, mais essayer de transformer le reste, c'est-à-dire de donner par exemple des trajectoires aux objets, aux particules, revenir à revenir, non, le terme de revenir est inadéquat, mais on peut revenir à une ontologie plus fondamentale à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'espace, au niveau des trajectoires, au niveau de tous les objets physiques. Et ce faisant, c'est-à-dire en fait c'est intéressant parce que là c'est vraiment une option philosophique complètement différente, c'est-à-dire on peut partir soit du principe que le temps est un peu comme un temps newtonien, mais amélioré pour tenir compte des effets de relativité. Et dans ce cadre-là, le mettre au même plan que le reste et redécrire toute une théorie plus ontologique, ou alors essayer de supprimer purement et simplement le temps dès le départ et de voir si on arrive à le reconstruire. C'est vrai que les deux approches sont très différentes. Les deux approches, c'est intéressant aussi, parce que tu parlais tout à l'heure de philosophie, comme quoi le scientifique doit écouter le philosophe. Alors, en fait, je dirais oui et non. C'est-à-dire que je pense, justement, c'est l'approche exactement qu'on a. L'approche opposée qu'on a peut paraître être une approche philosophiquement différente. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une théorie ontologique. J'emploie sciemment, à dessein, un terme philosophique. Donc je peux essayer d'utiliser une théorie ontologique. Carlo va essayer de faire une théorie dans laquelle il ne fera pas appel au temps au sens réel du terme. Mais tout cela, quelque part, ça ne va pas être de la philosophie, c'est-à-dire ça va nous amener à des prédictions théoriques
à faire de la science. Donc c'est plus un a priori. Alors je sais que le terme d'a priori est aussi une notion philosophique, mais c'est un a priori. Donc en fait, on se fait avoir rapidement, parce on se retrouve à parler de philosophie, qu'on le veuille ou non. Donc c'est un peu un piège. Mais on peut avoir un a priori, mais cet a priori n'aura jamais valeur de dogme. Et finalement, cet a priori, moi, les a priori que j'ai, et j'avoue en avoir, et tout le monde en a, c'est impossible de faire de la science. On a des a priori, par exemple, notamment esthétiques, sur la structure d'une théorie qu'on va avoir. On aimerait qu'elle soit élégante, on aimerait qu'elle représente un certain nombre d'idées, qu'elle soit ontologique ou pas, par exemple. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Il faut encore écrire la théorie derrière qui satisfasse à ce principe, si on le souhaite. Et une fois qu'on l'a fait, il y a un coup près final qui est celui de l'expérience. Et c'est là, à mon sens, où la science se démarque complètement de la philosophie, parce que la philosophie peut continuer à philosopher dans un fauteuil pendant des siècles, sans qu'il y ait véritablement de ligne de démarcation. Si vous philosophez, il y a plein de sujets sur lesquels on peut philosopher, sans que c'est tout à fait intéressant, et ça peut apporter énormément de choses dans la vie personnelle et dans plein de sujets. Mais tant qu'on ne le vérifie pas scientifiquement, c'est pour moi d'un autre ressort, c'est vraiment d'un autre domaine. Et de ce point de vue-là, le temps est vraiment l'outil philosophique, je dirais, privilégié. Justement, on peut le mettre ou ne pas le mettre. Mais maintenant qu'on a fait cette hypothèse purement scientifique, pour moi c'est une hypothèse scientifique. D'aucuns la qualifieraient de philosophique, épistémique, tout ce que vous voulez. Mais pour moi c'est une hypothèse scientifique qu'ensuite on va tester une fois qu'on aura développé la théorie, quoi. Oui, je peux répondre. Oui, je peux répondre. Toi aussi peut-être. Pour Galilée, il y a le principe de simplicité. Pour Galilée, il y a le principe de simplicité à la base de la loi de chute des corps. On est là aussi dans des principes d'ordre métaphysique. La simplicité de la nature ou la continuité de la nature sont des principes métaphysiques dont on a besoin pour construire l'analyse. Mais une fois que c'est construit, Après, si jamais oui, la théorie n'avait pas été correcte et que la nature n'avait pas satisfait au principe de simplicité, soit. Très bien, on est d'accord avec le rasoir d'Occam, mais si c'est pas possible, je veux dire, si le principe de simplicité marchait, on n'aurait pas eu besoin de faire la mécanique quantique, qui est tout sauf simple. Donc, ça dépend où on met la simplicité. Oui, bien sûr. Et voilà, c'est là où de philosophique le principe devient scientifique. Oui, oui, sur le final, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire, il y a quelque chose de propre à la science qui est ce qui a fait la force de la science. Et je pense que c'est surtout ce que tu viens de dire, c'est-à-dire l'envie continue de mettre les idées, les hypothèses, les spéculations sous la preuve des faits. Alors on peut le tourner dans des façons différentes, mais ce qui caractérise la science. Huxley disait il n'y a rien de plus triste qu'une très belles idées tuées par les faits bruts. C'est vrai, mais en même temps, il y a rien de plus efficace, de plus fort, de plus beau aussi. Il y a des très belles théories en physique. SU5, par exemple, c'est formidable. La théorie des particules, certainement, a été unifiée dans une théorie unitaire super belle, il y a 30 ans, 20 ans, et qui prévoyait que le proton, à un certain période, va se désintégrer dans un certain nombre d'années. Donc tout le monde était convaincu que c'était vrai parce que c'était tellement belle la théorie que ça devait être comme ça. On a fait des énormes expériences, sauf que le proton n'a aucune envie de se désintégrer, il reste tranquille. Et donc la théorie est fausse. Et toute la communauté scientifique a dit tant pis pour la beauté, c'est comme ça. Le bon Dieu, là, a lu l'article, a dit non, j'aime pas ça, et a fait différent. Et donc oui, je pense, on ne peut pas réduire la science à la philosophie. La science a ses propres façons, ses propres méthodes. La vérification expérimentale, c'est la plus forte, qui permet de tuer les théories, Donc c'est pour ça que quand je parle des théories sur lesquelles je travaille, j'ai toute cette hésitation. Parce que je sais très bien que jusqu'au moment où il y aura un nombre suffisant de vérifications expérimentales, ce sont des idées. Bon, qui pourrait être vraies ou non. Donc là, on est complètement d'accord. On ne peut pas réduire la science à la philosophie, absolument. Cela ne veut pas dire, d'autre part, que la science ne peut pas apprendre par la philosophie.
c'est tout autre chose. Et la science apprend de la philosophie, et a appris historiquement par la philosophie plein de temps. Et on pourrait faire une liste infinie tu as parlé du positivisme. Sans le positivisme féroce du XVIIIe siècle, on n'aurait jamais eu du Heisenberg qui invente la mécanique quantique, j'imagine. Tu dis peut-être c'est mieux parce qu'on aurait eu des Broglie qui fait la mécanique quantique différemment. On n'aurait pas eu cette lutte acharnée féroce justement contre les tenants d'une vision ontologique de la mécanique quantique. On voit encore maintenant des gens qui disent que cette vision de la mécanique quantique ne marche pas, est fausse. Alors que je vous informe, c'est factuellement erroné. Une vision ontologique de la mécanique quantique est totalement possible et totalement en accord avec toutes les données expérimentales. Voilà. Et si les gens le disent, c'est à cause, à mon sens, à cause d'un principe philosophique, notamment développé par Bohr, qui a énormément lutté contre toute forme d'interprétation, au point où c'est Feynman qui le cite dans un de ses livres, où Feynman avait fabriqué une version de la mécanique quantique qu'on utilise maintenant au quotidien dans tout un tas d'approches, une version dans laquelle les particules avaient des trajectoires, et puis vous calculiez quelque chose en fonction de cette trajectoire, et puis vous recalculiez la même chose en prenant une autre trajectoire, en mettant un poids particulier, ce qui vous permettait de calculer des probabilités comme ça, en fonction des différentes trajectoires. Et un jour, il a voulu l'expliquer à Bohr, et Bohr l'a arrêté immédiatement, quand Feynman, c'est quand même Feynman dont on parle, qui commence à expliquer qu'il calcule les choses via des trajectoires de particules, et Bohr l'a arrêté immédiatement en disant non, les particules n'ont pas de trajectoire. Je n'écouterai pas plus loin. Donc Bohr n'a jamais voulu apprendre quoi que ce soit de la vision en intégrale de chemin de Feynman, simplement parce que pour lui, la trajectoire n'existe pas. Et à mon sens, l'idée philosophique qui peut effectivement aider, donner des a priori, indiquer des directions de marche à suivre, est devenue dans ce cas-là, et dans beaucoup de cas, un dogme qui bloque les choses. Et alors il y a eu énormément de choses. Le positivisme, typiquement, a bloqué énormément de choses quelque part en interdisant à certaines personnes de découvrir les atomes. Parce que comme c'était absurde, les gens se sont moqués de Boltzmann, qui s'en est suicidé quand même, parce qu'il croyait dur comme fer à l'hypothèse atomique. Bon, il y avait probablement d'autres raisons sous-jacentes et personnelles. Mais tout de même, il y a cette hypothèse, c'était une hypothèse scientifique. L'apport de la philosophie sur cette hypothèse scientifique a été de la transformer en dogme. Et à mon sens, ça a permis, entre guillemets, de retarder d'un certain temps, évidemment on ne peut pas calculer parce qu'on ne peut pas réécrire l'histoire, mais ça a probablement ça a été plus nuisible qu'autre chose, je pense. Moi, je pense qu'il y a deux attitudes qu'on peut prendre. Le problème, évidemment, nous savons un certain nombre de choses sur le monde, avec plus ou moins clarté. Et nous savons qu'il y a plein de choses que nous ne savons pas encore. Il y a une énorme quantité d'ignorance que nous avons. Nous ne connaissons pas la théorie de la gravité quantique, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la matière noire, nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est passé au début de l'univers, tout proche du Big Bang, etc. Une longue liste. Nous n'avons pas une bonne théorie de la conscience, etc. Mais nous avons le problème de comprendre mieux, parce que finalement, c'est de ça qu'on est en train de parler. Non, je pense, ce qu'on est en train de parler, c'est quelle est l'attitude meilleure pour chercher de voir ce qu'on ne voit pas, voir au-delà du présent. Évidemment, c'est très bien que tu fais une chose, moi je fais une autre fait une autre chose. On ne veut pas trouver une seule, parce que c'est ça aussi la force de la science, de partir dans des différentes directions et de discuter, de se bagarrer. La bagarre est bon. Mais on cherche la direction meilleure. Moi, je pense que la direction meilleure, ce que nous met dans la possibilité de comprendre des choses nouvelles sont ou bien des expériences nouvelles, on mesure une chose nouvelle, et bon, d'accord, on sait une chose plus, mais non, il faut la cadrer avec tout le reste. La matière noire, personne ne l'avait commandée, elle est là, donc maintenant il faut adapter nos théories pour la comprendre. On a 30 idées, ça veut dire qu'on n'a aucune idée, parce que... ou bien, quand on n'a pas des idées nouvelles, quand on n'a pas des mesures nouvelles, nous avons vu dans le passé que néanmoins, la science peut avancer énormément.
Copernic n'avait pas de données nouvelles, Einstein pour la relativité générale n'avait pratiquement pas de données nouvelles, etc. Il y a toute une longue liste des normes avancées que peuvent se faire quand même. Et se font quand il y a des théories qui fortes, qui marchent très très bien, mais il y a des tensions internes. Typiquement, l'avancée, ça s'est fait sur ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire pas en cherchant du réel. Et donc, à cause de ça, moi je pense que la façon meilleure de regarder plus avant, c'est de regarder dans ce qu'on a appris, ce qu'on vient d'apprendre. Et se laisser penser que ce qu'on vient d'apprendre corrige des a priori que nous avons. Alors, moi je trouve que la relativité générale a changé en profondeur la façon dont nous pensons à l'espace et le temps. Et à sa façon, la mécanique quantique a eu une énorme influence sur... moi, je trouve que chercher de comprendre mieux ces deux théories en venant en arrière et en cherchant d'utiliser une intuition sur le monde qui est celle qui était bonne avant, n'aide pas. Donc, de ce point de vue, je suis... Alors, Bohr était un vieux monsieur, il ne faut pas écouter les vieux. Il faut seulement écouter les jeunes. Les grands scientifiques ont fait des découvertes quand ils avaient 24 ans, 23 ans. À mon âge, on ne fait plus rien. Mais quand même, je pense qu'il avait raison dans un certain sens. Moi, je pense qu'il n'y a pas de trajectoire. Je sais que toi, tu penses qu'il y a des trajectoires en mécanique quantique. Et je pense que c'est plus utile de suivre cet très étrange aspect du monde qui est l'impossibilité de déterminer des trajectoires au lieu de dire, bon, il y a un étrange aspect du monde qui m'empêche de voir, de reconstruire la trajectoire, mais ma philosophie, parce que finalement c'est ça, m'empêche me dit que c'est mieux de chercher d'insister qu'il existe. Alors, avant que tu répondes, je sais que tu n'es complètement pas d'accord. Évidemment, si tu arrives à faire, comme tu es en train de chercher de faire, je crois, maintenant, de prendre cette attitude philosophique, faire un calcul, voir qu'au début de l'univers, il y avait quelque chose qui brise là, blablabla. Faire une prédiction, et cette prédiction est vraie, ah ben alors, chapeau, et ça va marcher énormément. Comme si j'ai fait de la gravité quantique, et j'arrive à te dire, nous avons maintenant une théorie, une hypothèse des trous noirs qui devient très petit, explose, on va voir des signaux. Si je donne une prédiction et on voit ces signaux, tu vas me dire, bah alors, toi, tu avais raison. Absolument, c'est là où, encore une fois, c'est là où l'hypothèse, le cadre philosophique dans lequel on se place, devient rapidement une hypothèse scientifique et de ce point de vue-là devient complètement autre chose. Mais c'est là où justement l'option philosophique n'est pas pour moi véritablement cruciale. On peut, j'avais retrouvé cette citation qui m'amuse toujours beaucoup parce que c'est toujours bien de convoquer un adversaire pour parler dans son propre camp. Et je suppose que vous connaissez tous cette citation de Wittgenstein, qui quand même en tant que philosophe se pose là, et justement philosophe bien sur les sciences, la logique, enfin c'est des choses quand même importantes, qui dit en gros, rien ne me paraît moins probable qu'un scientifique ou un mathématicien qui, me lisant, en serait sérieusement influencé dans sa manière de travailler. Je crois que ça dit à peu près tout, c'est très très clair, et c'est résumé aussi... Vous savez, il y a cette phrase de Eugène Wigner qui parlait de l'efficacité déraisonnable des mathématiques. La phrase est complétée par Steven Weinberg qui parle de l'inefficacité déraisonnable de la philosophie quand on l'applique à la science. Donc c'est, en dehors du côté anecdotique, il y a le point en fait que ça dépend ce qu'on appelle la philosophie en fait. C'est-à-dire moi je pense que aller renier la notion de trajectoire. Par exemple, pour prendre cet exemple de mécanique quantique, la notion de trajectoire est tout à fait possible en mécanique quantique. On peut construire toute la mécanique quantique avec ces trajectoires, ce qui était proposé par De Broglie dès les années 20. Hein, donc c'est quand même assez intéressant. C'est aussi très intéressant, même au niveau de la sociologie, pour le coup, de voir comment la chose a disparu purement et simplement des
des livres de cours sur le sujet, c'est fascinant. On parle beaucoup, par exemple, de ce congrès de 1927, le fameux congrès Solvay de 1927, et visiblement, les gens n'en ont jamais lu les comptes rendus, puisqu'un tiers des comptes rendus parle de la théorie de De Broglie sur les trajectoires, ce qu'on appelle maintenant les variables cachées. Donc et ça a complètement disparu. On ne parle que du soi-disant débat entre Einstein et Bohr qui se serait tenu lors de ce congrès, qui s'est effectivement tenu pendant le petit déjeuner ou le soir pendant les dîners, mais jamais dans la salle même du congrès. Ça n'est pas reporté dans les comptes rendus eux-mêmes. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais donc de ce point de vue-là, moi je pense qu'on peut encore, tant qu'on n'aura pas apporté la preuve ferme et définitive, et c'est ce que je cherche d'ailleurs à faire effectivement, que la notion de trajectoire est incompatible avec la physique, avec les faits expérimentaux, ma philosophie donc est qu'il n'est pas nécessaire d'aller au-delà, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore nécessaire de se séparer de cette notion et de rejeter cette notion tant qu'elle peut encore avoir un sens. Alors je sais que tu vas peut-être me sortir l'exemple, effectivement, il y avait par exemple les transformations de Lorentz qui au début du XXe siècle, fin du XIXe plus précisément, expliquaient pourquoi quand un objet bouge à une très grande vitesse, on voit des choses intéressantes qui se passent par rapport à sa taille et des choses comme ça, et où certaines personnes produisaient des théories assez compliquées impliquant l'électromagnétisme, essayant de chercher à comprendre pourquoi l'objet était physiquement peut-être plus petit ou plus grand, suivant ces choses, etc. Donc bref, c'était des théories très compliquées jusqu'à ce qu'effectivement Einstein arrive et clarifie les choses très simplement, donc en invoquant véritablement la relativité, en fabriquant la théorie de la relativité, qui est d'ailleurs de ce fait juste une réinterprétation entre guillemets philosophique de choses déjà complètement existantes. Aucune équation dans la relativité ne porte le nom d'Einstein. Elles existaient toutes avant, et son article de 1905 est presque, de ce point de vue-là, un article philosophique qui est juste une réinterprétation de tout ce qu'on sait pour dire, voilà, si on se place sous un autre angle, c'est quand même plus simple. Là, je suis complètement d'accord. C'est quand même plus simple, et puis surtout, de là, on a des nouvelles conséquences, parce que s'il n'y avait eu strictement aucune nouvelle conséquence, je ne suis absolument pas certain que la version d'Einstein aurait dominé. Il y a eu des nouvelles conséquences qui, effectivement, auraient juste été impossibles à expliquer dans le cadre des anciennes versions, et par conséquent, on a accepté la version d'Einstein et pas les autres. Et on a rejeté les autres. Mais dans l'état actuel des choses, même si d'aucuns peuvent considérer que la vision en variable cachée de la mécanique quantique est plus compliquée, elle est du même ressort que ces idées de Lorentz sur de vraies contractions, etc. Peut-être que c'est comme ça, peut-être pas. Donc tant qu'on n'aura pas exclu cette hypothèse, il me semble, moi, que j'ai envie de continuer à aller dans cette voie. Oui, de commentaires très vite, parce que je pense que ce rôle de la philosophie, c'est très intéressant. On est sorti un peu du temps, mais c'est très intéressant ce débat sur le rôle de la philosophie. Newton se considère un philosophe. Son interlocuteur principal, c'était Descartes. La première partie des Principia, qui s'appelle d'ailleurs Philosophia Naturalis. D'ailleurs, vous faites de la philosophie naturelle. Oui. Mais la première partie, c'est toute une écrite comme une réponse à la philosophie de Descartes sur l'espace et le temps, qui était celle d'Aristote, grosso modo. Einstein a continué à dire dans sa vie qu'il a été fortement influencé par les philosophes, par la critique de Mach de la mécanique, par d'autres philosophes. Et aussi par Poincaré, philosophe, pas mal, même si après... tu dis Heisenberg a inventé la mécanique quantique inspirée de la philosophie, mais il aurait pu faire mieux s'il n'avait pas... Mais quand même, ça, ce sont les plus grands scientifiques que nous avons, et tous disent que la philosophie a eu une énorme influence sur eux. Donc moi, je trouve que c'est difficile à dire. La brisure très forte entre philosophie et physique en particulier, c'est l'après-guerre. C'est après, dans une période où, dans un certain sens, une fois qu'on a écrit la relativité restreinte et la mécanique quantique, il y avait tellement de choses à faire qu'il
fallait pas retourner trop sur des problèmes. On appliquait. Évidemment, il faut être des grands scientifiques pour appliquer bien, mais les problèmes. Mais du moment où on rentre des problèmes plus fondamentaux, moi je trouve que ne pas vouloir écouter. Moi, j'ai lu Wittgenstein quand j'étais jeune. J'étais énormément influencé par Wittgenstein. Toi, tu disais, Wittgenstein écrit. Ah. Alors, moi, je ne sais pas si c'était une influence bonne ou mauvaise. Voilà. Et donc, je pense que, et je retourne au point de départ, à ta façon, l'envie d'aller voir jusqu'au fond si on peut éviter de renoncer aux trajectoires, c'est une position philosophique motivée par de la philosophie, influencée par de la philosophie fortement. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il me semble que la science, avec sa force, ses moyens, continuellement est influencée par la philosophie dans le bien et dans le mal.